Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la semaine pour changer de vie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce jour 3 de cette semaine pour changer de vie. Encore une fois, je vous le répète, depuis 3 jours, nous aurions préféré vous voir en vrai, mais malheureusement ce n'est pas possible, le contexte sanitaire ne le permet pas. Nous avons donc imaginé avec le groupement Les Mousquetaires cet événement 100% digital qui parle d'entrepreneuriat, qui parle d'audace, mais qui parle aussi et surtout de véritables changements de vie. Chaque jour, depuis le début de la semaine, je reçois sur ce plateau, comme aujourd'hui, des entrepreneurs, des femmes et des hommes adhérents mousquetaires qui viennent nous raconter leur parcours, leur vision entrepreneuriale. Et vous, depuis le début de la semaine, vous pouvez interagir avec nous en posant toutes vos questions directement depuis votre écran. Nous y répondrons en fin d'émission. Alors vous le savez, le groupement Les Mousquetaires, c'est 3 grands secteurs d'activité, l'alimentaire, le bricolage et la mobilité. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission sur les métiers porteurs, je demanderai à mes invités comment leur secteur se porte-t-il. On se tournera vers l'avenir, comment leur métier va-t-il évoluer. Et nous verrons qu'entreprendre avec le groupement peut permettre de multiplier les points de vente. En fin d'émission, comme chaque jour, nous répondrons à vos questions. Et si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette belle aventure de l'entrepreneuriat, vous pouvez solliciter un entretien personnalisé depuis le site internet qui s'affiche en ce moment même sur votre écran. Alors, sans plus attendre, je vous présente mes invités en plateau. Anne, bonjour. Bonjour Clémentine. Vous êtes adhérente depuis 20 ans avec 2 bricomarchés à Mortagne-au-Perche et Nogent-le-Rotrou dans le Perche. Et vous êtes au conseil d'administration équipement de la maison et en charge des RH. Tout à fait. Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous avez 2 enseignes, un Rodi et un Rapide Pare-Brise dans l'Essonne, et vous êtes au conseil d'administration mobilité. Exactement. Alors avant de parler de vos secteurs à proprement parler, est-ce que vous pouvez me raconter vos parcours, votre changement de vie à vous? Anne, je vous laisse commencer. Alors moi, mon changement de vie s'est passé assez rapidement, j'avais 28 ans, donc après un bref parcours dans les ressources humaines, j'ai eu envie d'entreprendre et d'allier les ressources humaines et le côté commerce et le management. Et vous vous êtes lancée? Et je me suis lancée dans le bricolage. Dans le bricolage. Donc pour une femme, c'est pas classique. Frédéric? Moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans la finance de marché en tant que développeur d'affaires. Et j'ai passé à peu près les 2 tiers de ce temps à l'étranger. Lors d'un retour en France, j'ai senti que je ne voulais pas revenir dans le même contexte, dans la même organisation. Et j'ai commencé à regarder quelles pouvaient être les opportunités, et naturellement, par hasard. Et j'ai rencontré des personnes du groupement et ça a été exactement, ça a été un déclic, c'est un déclic très rapide d'ailleurs. Alors on l'évoquait lors de la première émission, la situation entrepreneuriale malgré le contexte est plutôt dynamique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Quel est votre ressenti sur cette situation entrepreneuriale d'un point de vue assez large, assez global? Contrairement à ce qu'on pouvait penser, l'année 2020, comme toutes les crises, a rebattu un peu les cartes dans tous les secteurs, que ce soit l'alimentaire, le bricolage, la mobilité. Et comme dans toute crise, c'est très générateur d'opportunités, que ce soit dans la création de nouvelles activités sur des nouveaux marchés ou dans le cadre de reprise de concurrents en difficulté. Donc c'est très source d'opportunités, cette crise. À saisir. Exactement, oui. Anne, quel est votre ressenti? Je pense également que la crise, en fait, permet à bon nombre de personnes de se reposer des questions du sens, etc., de ce que l'on a envie de vivre. Beaucoup de personnes sont parfois sans activité durant cette période et justement, ça ouvre différentes perspectives et je pense qu'il faut oser justement, peut-être, réaliser ce qu'on avait parfois enfoui et ce qu'on a envie de faire réellement. Et il y a de belles opportunités. Comment se portent vos secteurs, donc que sont, on l'a dit, le bricolage et la mobilité, l'automobile, en ce début d'année 2021? Anne, je vous donne la parole. Eh bien, ce début d'année est aussi très porteur. Nous sommes toujours sur des croissances à 2 chiffres depuis le début de l'année. Donc on a vraiment de grandes chances de pouvoir avoir cette activité dans le bricolage et le jardinage.
Sur la mobilité, on est sur la même dynamique enregistrée après le premier confinement, c'est-à-dire une croissance à 2 chiffres. Et on a commencé l'année sur ce même trend et je pense qu'on va garder cette dynamique tout au long de l'année. Oui, donc même s'il y a eu un ralentissement avec le premier confinement en début 2020, la deuxième partie de l'année a été plutôt bonne. Tout à fait, ouais, elle a été voire même plus que bonne, hein, parce qu'on a à peu près sur 4-5 mois, on a connu des croissances de chiffres allant jusqu'à plus 20, plus 30% certains mois, ce qui nous a permis de quasiment rattraper le retard enregistré lors du premier semestre. Et cette année, alors on n'est pas sur des 2 chiffres au-delà de 15%, mais on est sur une croissance soutenue et c'est très, très prometteur pour la fin d'année. Ouais. Donc des 2 secteurs qui se portent bien. Oui, et nous également, évidemment, après la période de fermeture et une période de click and collect, de drive, etc., l'activité a repris très très fort et les gens ont passé beaucoup de temps dans leur habitat, chez eux, dans leur jardin. On a eu la chance aussi d'avoir une belle saison, très printanière, donc où vraiment les gens avaient envie de bricoler et de jardiner. Et d'améliorer leur lieu de vie. Oui, tout à fait. Parfois aussi installer un bureau pour télétravailler. Donc voilà, beaucoup d'opportunités également. Alors, les mousquetaires, c'est l'auto, la mobilité et le bricolage, mais c'est aussi, vous le savez, l'alimentaire. Nous n'avons pas de représentant de l'alimentaire aujourd'hui, mais vous le savez, le discount est au cœur de l'actualité et l'enseigne discount des mousquetaires, c'est Netto. Elle compte aujourd'hui plus de 300 magasins et continue de se développer. Sur les 2 dernières années, entre 2018 et 2020, Netto a vu sa fréquentation gagner 1,8 et connaît une progression de chiffre d'affaires de plus de 7% pour 2020. Depuis l'été 2019, Netto propose d'ailleurs un nouveau concept de magasin qui s'appelle Netto Pop, qui s'adapte aux attentes des clients qui veulent faire attention à leurs dépenses, mais qui ont aussi envie de passer un bon moment en faisant leurs courses. C'est donc ces magasins Netto une réelle opportunité à saisir. On écoute Jean-Baptiste Saria qui a ouvert un magasin Netto à Agde en 2018. Parcours mousquetaire a démarré en 2007 et nous sommes à Agde depuis 2 ans et demi où nous avons repris un Inter et un Netto. Et c'est à cette occasion que nous avons découvert l'univers Netto. Netto, l'intérêt pour moi, c'est vraiment des courses rapides. C'est-à-dire que la rapidité des courses, un choix qui est bien ciblé, c'est-à-dire qu'on est sur des produits essentiels et avec un positionnement prix hyper attractif. Et donc avec le Netto, alors encore plus avec le Netto Pop, nous on a fait partie des premiers à se lancer parce que l'occasion se présentait de refaire aussi notre Netto qui était plus que vieillissant. Ce nouveau concept, il répond pleinement à ça, c'est-à-dire qu'on a rapidité, choix, le prix et surtout, on est la seule enseigne discount français. Donc on a cette singularité d'avoir nos points de vente avec des produits français, une enseigne française et c'est ça qui vraiment est aujourd'hui, moi je pense, à mettre en avant et qui nous démarque des autres discounters. Aujourd'hui, on est à fond dans la cible de ce que veulent une bonne partie des clients. Et on peut avoir des prix, des produits de qualité et d'attirer tout type de clientèle. Pas que les gens qui, à la fin du mois, sont là à compter leurs sous, quoi que ce soit. Ça s'adresse vraiment à tout type de clients. Et Netto, aujourd'hui, moi c'est pour ça que je dis que c'est un business d'actualité, c'est que évidemment, on traverse cette crise, etc. On sait que le côté pécunier va être très très important pour bon nombre de nos concitoyens. Donc, on va avoir les prix et surtout, on a un lieu d'achat hyper qualitatif. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a du prix qu'on se retrouve dans un environnement désagréable, etc. Donc, on a fraîcheur, le prix, la rapidité. J'en reviens dans les arguments qui sont à mettre en avant. J'oserais dire, moi, ce qui nous manque, et c'est vraiment de faire connaître cette enseigne. Aujourd'hui, j'ai vraiment une arme qui est mon Netto pour aller piquer des parts de marché sur un business qui m'échapperait. Sinon, si on parle un peu chiffre d'affaires, moi, je pense qu'aujourd'hui, très facilement, un Netto Pop, il va aller chercher du 5-6 000 du mètre carré, c'est sûr. C'est-à-dire que quelqu'un qui monte aujourd'hui une structure de 800 000 mètres carrés, s'il fait bien son boulot, il va aller faire 5-6 millions sans problème. Sur mon site,
si je n'avais pas le bras, on va dire, proximité, fraîcheur, prix que me donne ce Netopop, je laisserais filer une grosse partie du business. On l'a fait évoluer en passant au pop et les chiffres d'affaires le montrent. Hein. Ça, c'est quelque chose de... Voilà, ça fait 1 an maintenant qu'on est passé pop. On a pris vraiment les parts de marché. On est allé les chercher chez les discounters et certainement pas sur l'Intermarché. Plus que jamais, je pense que c'est le bon moment d'investir dans Netto. Aujourd'hui, c'est une enseigne qui est en plein devenir et donc voilà, il y a l'opportunité d'aller créer des business, faire de la création. Et une fois de plus, moi, quand je vois les résultats qu'obtiennent les points de vente passer de Netto HD, enfin, on va dire l'ancienne version Netto au Netopop, il n'y a pas photo. Il y a vraiment la place pour vraiment faire de super affaires au sein du groupement Les Mousquetaires. Alors, en dehors de l'opportunité business, il y a vraiment un choix de secteur. Pourquoi on choisit tel ou tel secteur, Frédéric? Alors pour ma part, la mobilité, parce que j'avais une affinité avec le métier. Simplement, je suis passionné d'automobile classique, donc ça a été un pas un peu spontané. Ça a été le premier moteur. La première raison. Exactement, ouais, pour le secteur pour évoluer dans l'environnement. Ouais. Anne? Alors, je rejoins Frédéric, je pense qu'il faut avoir quand même une certaine appétence pour les produits, pour l'environnement. Et puis il y a des rythmes différents. Je pense que l'automobile a un rythme qui se rapproche un peu plus du bricolage, mais nous avons des rythmes très différents, notamment de l'alimentaire, avec évidemment des journées beaucoup plus longues. Donc voilà, il faut se lever plus tôt. Et puis des équipes très différentes. Nous sommes très proches des clients avec une notion de service qui est un petit peu différente quand même dans l'alimentaire. Donc voilà, avec un management et des équipes de taille différentes également. Voilà. Est-ce qu'il y a un bon profil pour chaque secteur, pour chaque métier? Alors pour moi, il n'y a pas un bon profil. Hein. Je pense que la richesse d'ailleurs de notre groupe, c'est vraiment la diversité. Il n'y a pas d'âge. Je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager et pour entreprendre. Et puis on peut le faire en couple, on peut le faire en solo, comme Frédéric et moi. Tous les deux. Voilà. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de bon profil. Voilà. Il faut oser. Frédéric? Sur la mobilité, on a réellement un contact avec la clientèle. Et 85% des factures passent par un contact humain. Donc il faut être à l'aise avec la clientèle, avoir le sens du commerce. Donc c'est un point qui est très important. Si on veut ouvrir un Rodi, à un moment donné, on va être en face de la clientèle et la façon dont on va se comporter, la façon dont on va recevoir la clientèle va avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires et à terme sur la rentabilité de votre entreprise. Donc c'est un point très important. Il faut aimer discuter, échanger. Il faut aimer le contact client. Il faut aimer le contact client et puis il faut être capable de discuter sur son thème et son secteur. Voilà. Je peux rajouter, je pense en effet qu'il faut aimer le contact, mais il faut aussi aimer manager les équipes. Je pense que la notion de management est assez importante pour travailler avec les équipes. Comment évoluent vos différents métiers? Frédéric, sur la mobilité, il y a vraiment une réelle mutation que vous êtes en train de constater. Alors dans nos métiers, si on prend une petite comparaison, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, le centre auto était un endroit où on faisait de la mécanique et on réparait des véhicules. Maintenant, donc l'offre était centrée uniquement sur l'aspect réparation. Maintenant, le marché attend d'un centre auto qui soit fournisseur de solutions sur le thème de la mobilité. Alors je m'explique, si on prend l'exemple d'un salarié habitant dans la grande couronne parisienne, ayant son emploi au centre de Paris, il va partir de son domicile, utiliser peut-être au début sa voiture, va changer de moyen de locomotion, pourquoi pas
une trottinette électrique pour finir son trajet. Donc tout ça, ça change, ça multiplie les types de mobilité et ça multiplie également les niches, les types de marchés, créant des petits marchés de niche. Et on a autant de modes de mobilité et de façons de l'aborder, soit à l'achat, soit à la location, que de marchés. Ouais, parce que les usages changent. Exactement. Et ce qui donne une vraie valeur à ce métier, c'est que vous pouvez passer d'une réparation classique de moteur pour imager à réfléchir sur des problématiques de location de trottinettes électriques. Et si on réfléchit même un peu plus loin, pourquoi pas trouver un endroit où on peut les stocker, les recharger, etc. Donc et ça, c'est sans fin. Donc on est vraiment sur un domaine qui est passé d'un état extrêmement statique, voire même un peu désuet, à un secteur qui est hyper dynamique. Et alors pour terminer, chaque zone géographique va offrir un nombre de niches qui sera propre à sa morphologie. Voilà. Comment vous, Anne, vous sentez l'évolution de votre métier? Alors moi je pense que c'est également comme Frédéric, le commerce est quand même un petit peu en période de mutation, d'évolution, avec des consommateurs qui changent. Et nous sommes également sur une perspective d'apporteurs de solutions, de nouvelles expériences clients dans nos points de vente. Donc le client est vraiment en attente de conseils, d'une relation avec le collaborateur et l'accompagner pour l'aider à entreprendre des travaux et à avoir confiance en fait dans le collaborateur mais aussi dans le point de vente pour pouvoir réaliser jusqu'au bout l'ensemble de ces travaux et d'avoir à chaque étape la solution à ces questions. Oui, et aussi parce que vous me disiez que le consommateur est plus informé sur ce qu'il peut faire, il a des tutos, il a accès à plein de choses sur Internet. Voilà, donc c'est vrai qu'avec tous nos smartphones, enfin tout le digital qui existe, le client est parfois très informé, voire parfois il a une connaissance de l'ensemble des produits plus importante que le collaborateur. Et c'est vraiment l'expérience et le conseil et la relation dans le temps également, c'est-à-dire le repère avec certains collaborateurs. Le client vient et parfois demande tel ou tel, voilà, quel que soit le secteur, c'est qu'il y a un nom, un prénom sur le collaborateur et c'est vraiment ce qui permet de fidéliser et de mettre en confiance aussi nos clients. Donc une encore meilleure connaissance des produits et des possibilités. Voilà, tout à fait. Anne, est-ce que le digital a changé? Alors, on parle en effet de l'information que le consommateur reçoit, mais est-ce que ça a changé aussi ses habitudes de consommation? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de click and collect, de drive, etc. Donc, on peut, nous, évidemment, servir le client en click and collect et en drive. Ce qui a été accentué d'ailleurs pendant le confinement. Voilà, c'est-à-dire que la deuxième période après la fermeture a été essentiellement faite grâce au click and collect et au drive. Mais par la typologie de nos points de vente qui sont essentiellement des points de vente de proximité, on s'est aperçu que rapidement le client continuait et avait envie de venir justement dans nos points de vente. Et c'est aussi ce qui est quelque part rassurant pour nos points de vente physiques et nos collaborateurs. Le besoin de contact. Le besoin de Frédéric et de conseils. Sur la mobilité, la partie digitale, elle rejoint l'environnement Brico sur le fait d'avoir accès aux prix, de pouvoir les comparer. Mais également, donc la deuxième étape, ça va être également dans la construction de planning. Mais on monétise beaucoup moins la relation digitale. Elle est plus dans un sens et on envoie de l'information au client. Et il fait son choix sur une base d'une comparaison de prix ou autre. Et là où je rejoins Anne et son secteur, c'est que au final, on évolue dans des secteurs où le contact humain et la valeur ajoutée de la qualité d'un contact humain fera toute la différence entre un acteur A et un acteur B. Je suis persuadé que chez Anne, elle a des clients qui vont demander spécifiquement tel vendeur ou tel vendeur parce qu'il a apporté une solution. Et dans mes activités également, c'est pareil. J'ai des personnes qui
qui font la queue pour attendre qu'un réceptionnaire que leur réceptionnaire, enfin c'est pas leur réceptionnaire, mais que le réceptionnaire à qui ils veulent parler soit disponible. Donc c'est des choses qu'on n'estompera jamais. Donc cette notion de contact humain perdurera dans nos secteurs, et ça c'est une certitude. Oui, et puis la proximité, c'est d'ailleurs une des valeurs clés du groupement. Oui, c'est une valeur clé parce que en fait, nous, un point de vente de bricolage sur 3 appartient à Équipement de la Maison sur le territoire français. Donc on est quand même présent très régulièrement sur le territoire français. Je voulais revenir aussi sur le digital tout à l'heure. Il y a quand même un aspect dont on n'a pas parlé, c'est tous les réseaux sociaux. Et en fait, nos clients viennent bien dans nos points de vente, mais par contre, ils n'hésitent pas aussi à faire des commentaires sur les réseaux sociaux, sur Google, et à donner leur avis justement sur la relation et l'expérience client qu'ils ont eue dans le point de vente. Donc c'est vrai que ça change un petit peu aussi la donne. Ça change un petit peu la donne. Voilà. On est plus visible. On est visible. D'avoir des équipes. Nous, on le monitore quotidiennement. L'expérience client est monitorée tous les jours. Et on a une approche extrêmement dynamique dans le traitement de ceux qui pourraient éventuellement ne pas être complètement satisfaits. Les secteurs sont porteurs, on le dit, vous venez de le confirmer, parce que vos métiers évoluent, parce qu'il y a des opportunités à saisir. Et qui dit secteur porteur veut aussi dire possibilité de multiplier les points de vente dans une logique d'ancrage territorial. Et si le premier point de vente fonctionne bien, l'adhérent a la possibilité de multiplier ces points de vente. D'ailleurs, 29% des adhérents comme vous, Anne et Frédéric, ont plusieurs points de vente. Et comme aussi Stéphane Dalmasso, qui a 3 points de vente Intermarché dans les Alpes-Maritimes. Je vous propose d'écouter son témoignage. Stéphane Dalmasso, je suis donc adhérent Intermarché sur Gatière dans le 06. J'ai grandi en tant que collaborateur, un jour arrivé sur le poste de directeur, et quand on est directeur sur 3, 4, 5 ans, soit on change de magasin pour essayer de voir un peu plus grand et voir autre chose, soit l'envie de basculer et de devenir chef d'entreprise, c'est aussi une suite logique. Et voilà, j'ai connu mon épouse également, elle était responsable de caisse, et l'envie d'entreprendre à deux, ça s'est fait naturellement et ça s'est fait de manière très logique. L'envie d'avoir plusieurs points de vente, non, à la base non. Déjà, quand on arrive dans le groupement, on souhaite une chose, c'est qu'entre le moment où on postule et le moment où on reprend un point de vente, c'est que ce temps-là soit le plus court possible. Donc au départ, on cherche vraiment à reprendre un point de vente. Et une fois qu'on fait son job d'adhérent dans ce point de vente, on peut avoir envie de s'épanouir de manière différente. D'un côté, il y a le tiers-temps qui nous permet de le faire. Puis après, l'envie d'avoir des projets, parce qu'on a une fibre d'entreprendre, on est des chefs d'entreprise, donc agrandir son magasin, le transférer, ou pourquoi pas en prendre un deuxième. Oui, c'est quelque chose qui arrive à un moment donné et qu'on a envie de se poser comme question, ou du moins qu'on a envie d'avoir comme possibilité de pouvoir le faire. Il n'y a pas de temps pour ouvrir un deuxième magasin. Jamais j'aurais pensé, quand j'ai postulé en 2000, qu'à un moment donné, j'aurais la chance ou le plaisir d'avoir 3 magasins, voire 4 en cédant au passage. C'est la vie qui fait qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vous positionner sur des sujets marquants comme le fait d'entreprendre, tout simplement. Oui, entreprendre pour avoir 2 magasins, c'est pas qu'un aspect de finance, parce que quand ça marche, effectivement, quand ça marche, c'est sympa. Mais il y a le contexte aussi où c'est 2 fois plus de travail, 2 fois plus de contraintes, de soucis à gérer au quotidien. Donc oui, il y a un challenge de savoir si on peut le faire, Mais après, c'est un gros travail d'équipe. Ce qui me plaît, c'est le côté comment développer, comment entreprendre, les relations avec les élus. Tout ce travail-là en amont qui fait qu'à un moment donné, il y a un vrai projet. Et après, derrière, il faut juste le gérer, et ce, sur de nombreuses années, afin de pouvoir rembourser un petit peu les emprunts qui sont en face. Aujourd'hui, avoir plusieurs points de vente, pour moi, serait une suite logique de pouvoir, en tout cas moi personnellement, avec mon épouse, c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est transmettre à nos enfants. Si on développe, à un moment donné, c'est pour transmettre. Mon dernier challenge, j'ai envie de dire, si j'y arrive, j'espère, je touche du bois, c'est de pouvoir transformer ce magasin, l'agrandir, transformer en 3500 m². Voilà, ça sera mon dernier projet, j'ai envie de dire. Alors Anne, vous aussi, vous avez plusieurs points de vente. Vous en avez 2, je le disais en introduction. Est-ce que vous vous retrouvez dans le témoignage de Stéphane Dalmasso? Oui, je me retrouve en grande partie dans le témoignage de Stéphane. Il est vrai que quand on entreprend, on a toujours envie d'entreprendre et d'avoir des projets. Donc c'est important de pouvoir reprendre un 2e point de vente, agrandir, transférer. Et le tiers-temps nous aide à pouvoir justement aussi prendre de la distance et avoir toujours une idée qui en suit une autre, avoir une longueur d'avance
régulièrement et les synergies entre les deux points de vente, enfin ou plusieurs, sont également une force importante. C'est-à-dire quand on a un point de vente qui fonctionne, qu'on en ouvre un deuxième ou qu'on en reprend un deuxième, on a la chance de pouvoir aussi, bien entendu, s'appuyer sur les forces du premier. Et combien de temps entre votre premier et votre deuxième point de vente ? 7 ans. 7 années, exactement, entre le premier et le deuxième. Voilà. Frédéric, vous aussi, vous avez 2 points de vente, un Rodi et un rapide pare-brise, pardon. Mais votre ambition, c'est de continuer à multiplier vos points de vente. Alors moi, j'exploite 2 enseignes. Alors je suis un peu plus nouveau dans le groupement, donc ça fait maintenant 3 ans. Le premier moteur de désirer en ouvrir un deuxième, c'est à partir du moment où on a atteint son objectif dans le cadre d'une création, on a atteint son chiffre d'affaires un peu qui va durer un moment. Si jamais on est dans une dynamique de reprise de nouvelles sociétés, une fois qu'on a atteint son objectif de restructuration et ou de nouveaux lancements, pour ma part, le côté routinier ou la facilité fait que j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de reprendre des risques. C'est ce qui me fait me lever le matin. Et c'est tout naturellement que je vise à ouvrir en effet d'autres points de vente, alors soit sur l'enseigne Rodi, soit sur l'enseigne rapide pare-brise qu'on exploite. Toujours sur le secteur de la mobilité. Toujours sur le secteur de la mobilité. Et encore une fois, pour faire un petit comeback sur ce qu'on a dit tout à l'heure, chaque zone géographique va m'ouvrir de nouveaux marchés, de nouvelles niches. Donc, sur des choses que je n'aurais pas forcément pu expérimenter là où je suis actuellement. Donc c'est d'autant plus excitant que de se projeter et de toucher de nouveaux marchés. Mais en fait, c'est un peu inhérent à l'entrepreneur, non, cette idée d'avoir de nouveaux projets toujours, d'amorcer de nouvelles choses encore et toujours. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on arrive dans la routine et quand on est chef d'entreprise, on a vraiment toujours envie d'entreprendre, d'avoir des projets, d'innover aussi parfois, enfin à la hauteur de ce que l'on peut faire, et puis aussi d'accompagner le territoire dans la proximité, d'accompagner les projets économiques de nos zones. Donc ça, c'est aussi important pour pouvoir continuer à se développer. Est-ce qu'il y a un profil multi-entrepreneur ? Alors pour moi, il n'y a pas forcément un profil multi-entrepreneur, ça peut s'acquérir et grâce notamment au tiers-temps et à notre absence 2 jours, voire plus pour certains tiers-temps par semaine, on est obligé de prendre de la hauteur, de déléguer, de s'entourer, d'avoir de nouvelles compétences dans nos entreprises et ça nous aide bien entendu à s'organiser et à pouvoir ouvrir 2 voire 3 points de vente. Pour ça, il faut apprendre à déléguer. Et là, il faut surtout apprendre à déléguer et à s'entourer. Ce n'est pas que déléguer, il faut savoir s'entourer. Bien s'entourer. Avec des gens qui sont complémentaires, bien souvent quand même. Frédéric ? Et pour poursuivre, dans cette dynamique-là, en déléguant, on met ses collaborateurs un petit peu au défi de prendre le relais. Donc c'est un moyen de toujours tester la solidité de son organisation. Et c'est souvent en exploitant qu'un seul point de vente où il y a la possibilité de se scléroser, d'oublier de prendre de la hauteur et de ne plus voir, on va dire, les côtés négatifs ou les petites faiblesses de son organisation. Donc il y a un côté vertueux dans le fait d'ouvrir plusieurs points de vente, c'est on est forcé de s'absenter, 2, on est forcé de déléguer, 3, dans le fait de déléguer, on met ces organisations un petit peu en test, ce qui permet de les corriger, de s'améliorer et d'arbitrer des compétences qu'on peut avoir à droite, de les mettre en pratique à gauche. Donc il y a un côté vraiment très vertueux dans le multisite. Ouais. Anne, je vous entendais acquiescer. Oui, j'acquiesce et c'est vrai qu'en fait, on s'aperçoit qu'en déléguant et en rendant plus autonomes nos collaborateurs, ils se développent et ils grandissent vraiment et ils s'épanouissent. Et ça évite parfois que nos collaborateurs partent vers de nouveaux horizons parce qu'ils ont la possibilité aussi de s'épanouir et de se réaliser dans nos entreprises. Donc c'est important.
Est-ce que, comme Stéphane Dalmasso, vous avez envie, vous envisagez peut-être un jour de transmettre vos points de vente à vos enfants? Alors moi, j'ai surtout envie de leur transmettre la passion que j'ai pour ce que je fais au quotidien. Le goût d'entreprendre peut-être aussi. Le goût d'entreprendre, une certaine forme de liberté quand on est son propre chef d'entreprise. Je pense que ça, on le mesure quand même au fil du temps. Et bien sûr que je souhaite surtout qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils ont envie de faire et dans ce pourquoi ils sont faits. Mais si un jour ils ont envie de reprendre, évidemment, ça serait aussi une joie, je le pense. Frédéric? Moi, je serais plus prudent dans la démarche de transmission, parce que transmettre quelque chose qui est déjà existant et qui est le fruit de ma propre réflexion, j'ai pas envie de fausser l'émergence d'une affinité, alors éventuellement sur un autre secteur. Alors, par contre, le mettre dans les meilleures conditions, enfin les mettre dans les meilleures conditions pour entreprendre, ça, il n'y a pas de souci. Mais rentrer dans la démarche de leur céder absolument ce que j'ai construit, si je sens pas une approche, une envie spontanée, j'avoue que j'entrerai pas dans la démarche, non. Si vous deviez ne donner qu'un conseil aux gens qui nous regardent, quel serait-il? De oser, si vraiment il y a une question, s'ils hésitent, il faut oser parce que je pense que la période est propice, malgré le contexte, à se poser des questions et à oser entreprendre. Il y a de belles opportunités, des nouveaux marchés et il faut les saisir. Frédéric? Je rejoins une nouvelle fois Anne. Je rajouterais, à partir du moment où on ressent cette envie, il faut absolument pas perdre de temps et faire le premier pas. Rentrer dans la démarche. Toutes les questions liées à l'entrepreneuriat, au risque ou autre, il y aura toujours le temps de se les poser plus tard, quand on aura un petit peu avancé dans le projet. Mais il faut tout de suite rentrer dans la dynamique, il faut se mettre en projet immédiatement. À partir du moment où on a l'envie, il faut pas hésiter. Oui, d'ailleurs, l'accompagnement du groupement permet aussi de se poser ces questions-là. Oui, vraiment, le groupement est bien structuré et on a à chaque étape des réponses aux questions. On peut faire plein d'expériences, rencontrer des adhérents surtout, comme on le fait en ce moment, mais aller voir des adhérents dans les différents secteurs et vraiment, on a des réponses régulières. Je rajouterais, l'essence même du groupement, c'est dans l'interdépendance de tous les adhérents. Quand on est dans la démarche de se mettre en projet et qu'on n'est pas encore adhérent, il suffit simplement de passer 2-3 coups de fil de manière très aléatoire à des chefs d'entreprise qui font partie du groupement. Il y a toujours la possibilité de les rencontrer, de rencontrer même des chefs d'entreprise qui vont avoir 2-3 sociétés avec une surface financière très importante. Et le retour que l'on a, c'est on a toujours matière à pouvoir les rencontrer, à discuter. Alors il faut exactement poser des questions et justement estomper toutes ces petites craintes qu'on peut avoir quand on veut se mettre en projet et qu'on n'ose pas. Et c'est tout l'intérêt de notre groupement, c'est que les gens sont disponibles. Ils sont disponibles avant. C'est ce que j'entends depuis le début de la semaine, c'est rencontrer des adhérents. Mais pas seul. Ouais. Aller à la rencontre des adhérents, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui. Et on peut commencer d'ailleurs à répondre à vos questions. Je vous propose qu'on passe aux questions des internautes. Je vais demander à Laura de me les apporter. Merci Laura. Beaucoup de questions, vous avez beaucoup de questions. Alors, pour Anne, je n'ai pas d'appétence particulière pour tel ou tel secteur. Est-ce que vous m'aidez, le groupement, à identifier ce qui est le plus pertinent pour moi? Alors, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais bien évidemment, on peut aller dans les différents points de vente, faire des vie-ma-vie, répondre à des questions, et quelles que soient les enseignes, et prendre le temps de réfléchir à l'appétence que l'on a pour tel ou tel métier. Il n'y a pas de souci et il faut prendre le temps de vraiment réfléchir et d'aller à la rencontre sur les terrains, bien sûr. D'aller se confronter aux clients, aux collaborateurs et aux adhérents. Pour Frédéric, je suis motivée et c'est Rodi qui m'intéresse. Est-ce que je peux espérer me lancer en 2021 ? Alors, si la démarche intervient dans les semaines à venir, il y a de fortes chances qu'il puisse même exploiter quelque chose en début 2022. Donc c'est tout à fait, on a beaucoup d'opportunités en ce moment sur le métier.
Donc le plus tôt la démarche est faite et le plus grand est les chances d'exploiter rapidement. Question toujours pour vous, Frédéric, quel est l'apport minimum pour Rodi? Alors l'apport minimum est de 75 000 €. Alors évidemment, plus on a d'apport, plus on a le choix dans le cadre d'une reprise, mais c'est un apport qui est largement suffisant pour créer sa propre entreprise et pour créer un centre et le monter, le sortir de terre. Ouais. Et alors, vous le disiez à l'instant, peut-être qu'on peut espérer reprendre un point de vente en 2022, début 2022. Combien de temps pour concrétiser un projet? Un projet de reprise? J'imagine. Ou un projet de création? L'un et l'autre? Alors, un projet de reprise, ça peut être très rapide. Alors, le minimum, ça va être de quelques mois, on va dire 2-3 mois, le temps de... Ouais, voilà, 2-3 mois, c'est ça me paraît être le plus rapide. Le temps de faire toute on va dire la paperasserie avec tous les intervenants dans le cadre d'une reprise. Pour une création, ça va dépendre du travail qui a été fait en amont sur le site, à savoir si toutes les autorisations ont été données par la mairie et autres acteurs, on va dire, administratifs. Mais si, on va dire, tous les feux sont ouverts, c'est simplement construire la coque, faire un petit peu de deuxième œuvre, de la peinture, installer des ponts. Donc c'est l'histoire entre 6 et 12 mois, sous réserve qu'on ait toutes les autorisations en place. En amont. Est-ce que les adhérents peuvent apporter leurs idées, alors on l'a un peu évoqué, sur la stratégie de l'enseigne ou alors tout descend du siège? Alors, le principe du tiers-temps, justement, c'est d'être contributeur et de participer aux décisions collectives. Donc, évidemment, voilà, il y a différents tiers-temps et il y a des tiers-temps où on aborde la stratégie des enseignes et du métier. Voilà, donc il y a tout à fait la possibilité d'être acteur. Non, tout ne descend pas du siège. Et non, tout ne descend pas, et bien au contraire. Bien au contraire. Pour Anne, toujours sur une année normale et sur l'enseigne de bricolage Bricomarché, voyez-vous un impact saisonnier sur le chiffre d'affaires et comment le gérer sur l'année? Alors, je dirais qu'en temps normal, c'est-à-dire avant 2020, il y a quand même un effet saisonnier à partir du mois de mars lié en fait à notre forte présence sur le jardin. Hein, on est un acteur quand même très important sur le secteur du jardin. En 2020, on s'aperçoit que l'activité est forte, quel que soit le mois. Mais bon, je dirais qu'en temps normal, on gère notamment parfois avec la modulation du temps de travail, avec aussi des recrutements sur des périodes plus courtes, notamment sur le jardin, pour remplacer les collaborateurs en congé l'été, etc. Surtout du mois de mars, je dirais à fin août. Donc un impact saisonnier? Oui, en moyenne, il y a un impact saisonnier. Dans la formation, parle-t-on de management? Si on n'a pas de notion de management, est-ce que c'est un souci? Alors vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important d'avoir un goût pour le management, mais si on n'est pas formé à ça? Alors, la formation, justement, durant le parcours de formation de tout postulant, hein, c'est notre jargon chez nous, c'est-à-dire les futurs chefs d'entreprise, on a toute une partie de la formation qui est orientée justement sur la posture de chef d'entreprise mousquetaire. Voilà, donc une grosse part de la formation tient compte de cet accompagnement et de cette formation pour devenir chef d'entreprise mousquetaire. Y a-t-il des outils de gestion spécifiques au modèle mousquetaire? Les appros se font-elles via une plateforme commune, Frédéric? Alors oui. Oui, pour la première question, on a des outils qui sont propres à l'organisation mousquetaire. Le groupement est verticalement intégré pour l'alimentaire de la production à la vente. Sur les métiers de la mobilité, on parle sur la partie logistique. Donc on est livré en direct on va dire toujours par le groupement. Alors, on a d'autres fournisseurs, mais le gros de notre marchandise est livré par le groupement. Oui. Anne, vous voulez ajouter quelque chose? Nous, c'est également, on a des entrepôts qui nous livrent chaque semaine entre 50 et 60% en fait, de nos achats, voilà, qui sont faits par la centrale. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est une livraison chaque semaine sans minimum de commandes. Donc on est approvisionné, c'est vraiment aussi une grosse force dans notre groupe.
Alors, du coup, une question qui suit et qui est pour vous, Anne, l'adhérent a-t-il une latitude de choix dans ses référencements? Alors, on est quand même encadré, je dirais, sur les références, mais c'est surtout pour massifier en fait et avoir une puissance d'achat plus importante et avoir du coup de meilleurs prix de cession, de meilleures marges et pouvoir à aujourd'hui être encore très prépondérant sur le marché, notamment auprès de nos fournisseurs. C'est-à-dire qu'en achetant tous ensemble, c'est quand même beaucoup mieux. Frédéric, une question pour vous. Est-ce que vous gérez vous-même le monitoring des réseaux sociaux? Alors on a le choix. On peut soit utiliser des prestataires qui sont sélectionnés par le pôle mobilité, donc toujours dans la dynamique d'économie d'échelle, soit le gérer en local. Alors sur ce point, j'alerte parce que si on veut ouvrir sa page Facebook, soit on la gère très bien, soit il ne faut pas l'ouvrir. Ça ne saurait souffrir de médiocrité. C'est un métier. C'est un métier et on ne s'invente pas... Community manager. C'est ça, merci beaucoup Clémentine. On ne s'invente pas community manager. Alors, moi j'ai pris la décision de le faire gérer, déjà pour apprendre cette notion-là. Et quand j'aurai les bonnes personnes c'est pas impossible que je l'intègre chez moi en direct. Est-ce qu'on réussit mieux, si on est déjà dans je suis désolée, la question est en train de s'écrire au moment où je vous parle, donc ça veut bien dire que les questions sont en direct. Est-ce qu'on réussit mieux, si on est déjà dans la grande surface Brico? Allez-y. Après, ça peut être un atout et surtout un atout. C'est pour pouvoir être certain qu'on a l'appétence pour le métier. Après, je pense que tout profil, comme on l'a déjà dit, peut s'aventurer chez Brico ou chez Bricorama ou chez Bricocash. Je pense que ça s'apprend, ça s'acquiert et il faut avoir envie. Oui, peu importe l'expérience d'avant finalement, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de profil parfait, il n'y a pas de statistique de dire on réussit mieux quand on est issu du bricolage que quand on n'est pas issu du bricolage. Je rajouterais la culture générale du secteur sera plus rapide. Bien sûr. Mais quelqu'un qui n'y connaît rien et qui a envie, toujours, on en revient il trouvera l'énergie nécessaire pour pallier à 2-3 manques de culture G dans le secteur concerné. Donc c'est pas un frein. Il ne faut absolument pas penser que ça peut être un frein. Et les métiers accompagnent quand même vraiment très loin chaque adhérent dans les gammes. Sur plein de sujets, dans la politique de communication, il y a vraiment dans les budgets, on est vraiment très très accompagné, il y a quand même un cadre très précis. Du point de vue de la formation, à la fois théorique, à la fois pratique, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des stages pratiques, etc. Et je rajouterais, encore une fois, la notion de réseau d'adhérents. Quand on est dans le cadre de la formation, libre à la personne qui est en formation de prendre son téléphone, d'appeler 2-3 points de vente dans le métier qui l'intéresse et d'aller passer du temps, d'aller discuter et pourquoi pas à la fin de sa formation et le moment où il reprend, d'aller travailler dans un des centres déjà ouverts. Il y a un côté très vertueux dans le groupement où c'est l'intérêt de l'adhérent de recevoir des postulants avant qu'ils ne trouvent leur reprise et autres. C'est l'intérêt pour le postulant de s'exercer chez d'autres adhérents. Alors, pour la petite anecdote, moi j'ai un adhérent qui m'a donné le conseil suivant: les premières conneries sont toujours mieux à faire chez les autres. Et c'est très vrai. On trouvera toujours quelqu'un en formation qui a fini sa formation trouvera toujours la moyen de s'exercer, de se tester dans le domaine et de pouvoir parfaire éventuellement une lacune ou deux en connaissance ou en management ou autre. Et en fin de la formation, en fait, le ou les candidats, les postulants, choisissent ce qu'on appelle un référent, c'est-à-dire un adhérent ou une adhérente ou un couple d'adhérents qui est censé les accompagner justement dans leur projet et répondre à leurs questions. Voilà, c'est une relation particulière
Et il demande à l'adhérent aussi de s'engager. Hein. Enfin, voilà, on formalise un petit peu la relation. Pas financière, elle est vraiment uniquement humaine. C'est vraiment un engagement d'adhérent à adhérent. Merci à tous les deux. Je crois qu'on a fait le tour des questions que nous avons reçues. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez envie de vous lancer, vous pouvez demander un entretien individuel, comme je vous le dis en début d'émission, tous les jours aux Mousquetaires, en prenant contact sur le site changerdevie.mousquetaire.com. Et si vous souhaitez approfondir votre réflexion, vous pouvez, comme le disent les adhérents, aller frapper aux portes. C'est une première entrée, mais aussi vous avez le site, les réseaux sociaux, l'application Devenez Mousquetaire. Demain, ce sera l'avant-dernière émission de cette semaine pour changer de vie. Si vous pensez changer de région, cette émission est pour vous. Je vous souhaite à vous aussi une excellente soirée.